ActuFoot Podcast. Le son du ballon. Bonjour et bienvenue sur Toltico, le tout nouveau podcast où on parle tactique. Pour m'accompagner dans ce tout premier numéro, Jules Gris, journaliste pour ActuFoot 06. Bonjour Jules. Bonjour. Et aujourd'hui, nous allons parler système de jeu et on va surtout évoquer le 4-3-3, cher à de nombreux éducateurs. Et qui de mieux que Dylan Liénard, coach des U17R du FC Mougins, pour échanger avec nous sur le sujet. Bonjour Dylan. Bonjour. Tout d'abord, donc, je me demandais comment vous êtes-vous intéressé à la tactique dans le football ? Déjà, je pense que par définition, sur le football, on s'intéresse à la tactique. Voilà, donc après, c'est sûr que sur le football à 11, on est dans un rapport de force dans un match. Donc forcément, ça va être tactique contre tactique, individualité contre individualité, et on s'intéresse forcément à la tactique. Et aussi plus jeune, donc vous êtes intéressé donc à ce sujet avant même d'être entraîneur, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ouais, depuis, j'ai 38 ans aujourd'hui, donc j'entraîne depuis l'âge de 14 ans, et puis je me suis beaucoup intéressé sur une philosophie. Moi, ma philosophie, c'est plus celle des Hollandais, Espagnols, voilà. Et c'est vrai qu'au niveau tactique, développement tactique des joueurs, ils sont un peu plus poussés, et je me suis intéressé depuis. Avec les U17R donc du FC Mougins, vous jouez principalement en 4-4-3. Pour quelle raison ? Pour deux raisons. Déjà, un, ça fait partie de ma philosophie de jeu. Et deux, c'est le projet du club aussi, de jouer en 4-3-3, en 4-2-3-1. Et donc, du coup, on essaye de jouer dans ce système-là. Comment donc vous mettez-vous ce système en place ? Déjà, à l'entraînement, on fait beaucoup de jeux, voilà, de situations tactiques. Et ensuite, après, le 4-3-3, il est modulable aussi en fonction des joueurs qu'on aligne le dimanche sur le terrain. Puisque pour moi, ce sont que des chiffres, 4-3-3, mais après, on l'anime en fonction des joueurs qu'on a sur le terrain pour les mettre dans les meilleures dispositions. Vous avez adapté le système en fonction des demandes de l'équipe première de l'équipe ? Des seniors ? Oui. Oui, c'est une volonté, puisque notre équipe R2 joue souvent dans ce système-là. Et c'est une volonté du club aussi de former les joueurs dans ce système-là par rapport au projet de jeu. D'accord. À l'entraînement, comment ça se passe durant la semaine avec ce système-là ? Déjà, les joueurs s'entraînent au poste. Donc forcément, dans les jeux, je vais essayer d'aligner mes défenseurs contre mes attaquants. Donc on a un groupe entre 18 et 20 joueurs, donc on se retrouve souvent en 9 contre 9 ou en 10 contre 10. Et là, les joueurs sont au poste. Voilà, sont vraiment au poste. Et on leur donne des repères, justement, pour évoluer dans cette animation-là. D'accord. Vous avez beaucoup de séances de spécifiques, du coup, j'imagine ? Ouais, on est sur 3 séances par semaine. Donc voilà, on a 2 heures par séance pour travailler, donc c'est un luxe quand même. Et donc on travaille assez tactiquement. Ouais. Justement, j'allais y venir, dans un club amateur comme ça, on n'a pas toujours le temps parfois. Ici à Mougins, comme tu l'as dit, vous avez la chance d'avoir beaucoup de créneaux à disposition. Oui, c'est vrai qu'ici, toutes les équipes en région ont la chance d'avoir 3 entraînements par semaine, donc avec des créneaux de 2 heures, donc pour toutes les équipes en région. Et on a une particularité ici au FC Mougins, c'est toutes les équipes liées en préformation, donc des U12 au U15 qui s'entraînent ensemble, donc les U12 et U13 ensemble et les U14 et U15 ensemble. Donc en plus, eux, ils ont plus de chance puisqu'ils ont tout le terrain, donc ils peuvent faire des oppositions 11 contre 11, avoir plus de terrain, plus d'espace pour travailler certains thèmes tactiques. Mais oui, on a cette chance ici de pouvoir travailler pendant 2 heures avec un demi-terrain et mettre en place ce qu'on veut. Comment vous adaptez-vous donc, face à un adversaire au niveau du système de jeu ? Alors déjà, ce qu'il faut regarder dans un match, au final, c'est le rapport de force. Donc c'est-à-dire où est-ce que l'adversaire a une supériorité positionnelle, donc où est-ce qu'il va créer la supériorité, dans quelle zone de jeu, et une supériorité aussi qualitative, c'est-à-dire en termes de joueurs. Quel joueur nous pose le plus de problèmes, quel joueur est le plus influent chez l'adversaire. Et à partir de là, soit on s'adapte à ça et on fait les changements tactiques ou les animations pour contrer ça, ou à l'inverse, on peut se dire aussi où est-ce qu'il est le plus en difficulté en termes de situation géographique positionnelle dans le jeu, ou
quel joueur chez l'adversaire est le plus en difficulté. Et là, on va adapter notre rapport de force. Moi, je suis plutôt de cette école-là, d'adapter mon rapport de force par rapport aux difficultés de l'adversaire. Il y a un joueur français pas trop mal qui a dit le football, il a changé. C'est vrai. La clé aujourd'hui, c'est l'adaptation à l'adversaire. Oui, parce qu'en fait, de mon point de vue, on n'a pas deux situations identiques dans un match. Donc, moi, ma philosophie aussi, c'est de développer l'intelligence tactique des joueurs, individuelle et collective, et pour que chaque joueur puisse s'adapter. Parce que nous, au final, sur le banc de touche, en tant que coach, on a très peu d'influence. Le match va tellement vite aujourd'hui, les matchs vont de plus en plus vite, et le joueur n'a pas le temps d'entendre nos consignes. Et je pense que c'est indispensable de développer l'intelligence tactique chez les joueurs pour qu'ils puissent à la limite s'auto-coacher entre eux, se coacher entre eux et aussi prendre les meilleures décisions en temps réel sur le terrain. Au cours d'un match, donc comment pouvez-vous faire évoluer le 4-4-3 en fonction de ce qui se passe sur le terrain? Après, ça va être dans l'animation. Par exemple, si on est face à deux attaquants, on peut demander à un milieu de redescendre entre les deux défenseurs centraux pour créer la supériorité numérique et avoir une supériorité numérique pour la première relance, pour éliminer les premières lignes. Après, on va pouvoir jouer par exemple avec le rôle des latéraux qui vont jouer plus ou moins haut ou qui vont redescendre si on est face à un pressing haut. Il y a plein d'adaptations. Est-ce qu'on va jouer avec une pointe basse au milieu? Est-ce que ça va être une pointe haute en fonction aussi du système adverse? Comme je l'ai dit, si en face on a un 4-4-2, moi mon système, je vais demander à une sentinelle de se mettre entre les deux défenseurs centraux pour avoir cette première supériorité numérique à la relance et de demander aux latéraux de jouer plus haut et pour avoir une supériorité aussi au milieu. Voilà. Et si on est pressé haut, je vais demander plutôt à mes latéraux de rester plutôt en position basse pour créer la supériorité et mieux ressortir les ballons. Flora a dit 4-4-3, mais je pense qu'elle voulait dire 4-3-3. Oui. On l'a bien compris. Justement, aujourd'hui, on n'a plus de système de jeu qui est figé. Le système de jeu évolue constamment. On n'est plus sur l'ancienne école, quand les coachs gardaient un système de jeu, y étaient attachés, toute la saison, peu importe l'adversaire. Comme vous l'avez dit, vous êtes de cette école justement qui aime changer en cours de match. Oui, alors ça fait partie de l'intelligence tactique de développer les joueurs parce que déjà il y a une raison simple, c'est que la saison elle n'est pas uniforme. C'est-à-dire qu'on peut partir sans 4-3-3. Si un de nos latéraux, je prends mon cas par exemple, j'ai mes deux latéraux actuellement qui sont blessés. Voilà. Et dans mon 4-3-3, c'est une part prépondérante de l'animation. Je demande à mes latéraux de déborder, de jouer haut. Si on a nos ailiers, nos excentrés qui sont pas en forme, malades ou quoi, à un moment donné, il faut s'adapter aussi. Et ça fait partie de l'intelligence tactique à développer chez les joueurs pour passer sur d'autres systèmes éventuellement ou d'autres animations. Et c'est pour ça que moi, je parle plus de rôle de joueur que de poste. Au final, les schémas tactiques, ça va donner des repères aux joueurs. Je pense plus défensif qu'offensif. Ouais. Et le jeu demande mouvement, le jeu demande d'avoir des rôles différents entre chaque joueur. Tu nous parles des latéraux, justement, c'est un poste qui a évolué, comme je parlais du football qui a changé juste avant. Comment tu le vois aujourd'hui, le poste d'un latéral moderne? Oui, effectivement, il a changé. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus de vrais latéraux. Ouais, c'est plus des contre-attaquants, c'est plus peut-être des attaquants un peu refoulés qui redescendent un peu plus bas sur le terrain. Aujourd'hui, dans une défense à 4, si on n'a pas des latéraux qui viennent créer la supériorité, qui débordent, qui sont limite des contre-attaquants, voire des ailiers, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt à avoir une défense à 4. Vaudrait mieux peut-être passer en 3-5-2. Voilà. Et mettre des joueurs plus offensifs en rôle de piston. Mais dans une défense à 4, aujourd'hui, si les latéraux ne débordent pas, ça n'amène pas une plus-value. Comment peut-on contrer un 4-3-3 offensif? Déjà avec la notion de bloc équipe. Voilà, aujourd'hui, je pense que c'est important d'avoir un bloc équipe bien compact. Et sur les dernières statistiques, surtout en pro, le bloc équipe
d'une équipe top niveau, c'est 36 mètres entre le latéral et le latéral opposé, entre 23 et 26 mètres entre le défenseur et l'attaquant. Donc c'est important d'amener déjà de la densité côté ballon. Et après, c'est toujours amener la supériorité côté ballon. Voilà, après, on peut avoir plein de schémas en face. Au final, ce qui sera important, c'est la notion de bloc équipe, d'amener la densité côté ballon et la notion de distance entre les lignes et les joueurs. Tu nous donnes des chiffres assez précis sur le positionnement des joueurs sur le terrain. C'est quelque chose auquel tu t'intéresses beaucoup, ces petits détails par exemple? Oui, parce qu'en fait, le plus dangereux, c'est cette passe qui casse la ligne. Donc on a beau jouer avec une ligne de 5 au milieu, si le joueur adverse arrive à trouver un coéquipier derrière la ligne de milieu, il a gagné un avantage. Donc l'objectif, c'est de ne pas donner cet avantage à l'adversaire et de faire prendre conscience aux joueurs, d'amener justement cette densité, ce bloc équipe et de fermer les lignes de passe. Et justement, bon, ce sont encore une fois ces distances-là que je viens d'évoquer sont des repères aux joueurs. Voilà, mais c'est plus les principes de jeu qu'il faut prendre en compte aux joueurs. Existe-t-il donc un système en particulier face auquel le 4-3-3 est en position de force? Oui, je pense que tout ce qui est en 4-4-2, le système en 4-4-2, pour moi, est un peu obsolète, dans le sens où il est très bien pour défendre justement un bloc compact, mais un 4-3-3 peut le mettre en difficulté parce qu'on peut créer beaucoup de supériorité dans chaque zone de terrain. Ouais, comme tu l'as dit, le 4-4-2, c'est un système qui est un peu obsolète. On voit de moins en moins d'équipes jouer dans cette formation. Tu l'expliques comment? Par le positionnement, l'occupation de l'espace sur le terrain? Alors, déjà, je pense que je reviens aux latéraux. Effectivement, dans le 4-4-2, si on n'a pas des latéraux qui sont capables de déborder, de passer dans le dos, de faire des dédoublements, c'est compliqué de l'animer. Un 4-4-2, il va falloir bien animer la synchronisation entre les attaquants. Et aujourd'hui, le jeu demande à créer des supériorités. Et le problème, c'est que s'il y a un des deux milieux centraux qui se projette, voilà, ça va être compliqué aussi de faire des compensations pour anticiper la perte de balle et les transitions. Ça, c'est déjà, je pense, un très bon point à prendre en compte. Après, il est à noter qu'aujourd'hui, quand on regarde les équipes comme Manchester City ou Arsenal, ils défendent en 4-4-2. Parce que, effectivement, le 4-4-2 en position défensive, ça reste l'un des meilleurs systèmes en termes de rationalité de l'occupation de l'espace en termes défensifs. Okay. Étant coach donc des équipes jeunes, est-ce que vous pensez que le 4-3-3 est un système qui est plutôt en faveur des jeunes qui débutent le foot à 11? Oui, parce que je pense que déjà les postes, par définition, 4-3-3, ils sont bien identifiés et faciles à comprendre. Et du coup, ça apporte un équilibre. Et après, tout dépend du projet de jeu du coach aussi, de la philosophie. Nous, on est sur beaucoup de relations de jeu à 3. Et forcément, le 4-3-3, ça va créer des triangles un peu partout et de la relation de jeu à 2, à 3. Donc, selon moi, c'est un schéma facile à implémenter chez les jeunes. Okay. Tes joueurs le maîtrisent plutôt bien? Alors oui, moi, je viens d'arriver au club cette saison et j'ai la chance que depuis les U14, ils jouent dans ce système-là. Donc, ils le maîtrisent bien. Comme tu l'as dit, c'est important de créer une continuité dans un club sur les schémas de jeu. Oui, alors attention à ne pas s'enfermer aussi. Attention à ne pas s'enfermer parce qu'on a des adversaires aussi en face qui évoluent saison après saison et le football évolue saison après saison. Mais oui, c'est important parce que derrière, les coachs peuvent venir et partir, les joueurs restent. Et c'est important que les joueurs s'imprègnent d'une identité et d'un projet de jeu. Pensez-vous qu'il existe une influence, en tout cas, où ils ont des facilités particulières de s'adapter aussi pour évoluer dans un système en particulier, en tout cas pour les jeunes joueurs? Oui, alors le 4-3-3, c'est vrai qu'on peut facilement le faire évoluer en 3-4-3, en 3-5-2, parce qu'au final, en 3-5-2, avec une pointe basse, ça revient à avoir le même milieu à 3. Donc oui, on peut le faire évoluer. Et encore une fois, l'animation offensive fait qu'avec le 4-3-3, on peut avoir plusieurs systèmes. On peut être en 3-2-5, on peut être en 2-3-5, on peut être en 3-4-3. C'est modulable en fait.
dans les rôles des joueurs. Merci Dylan pour cet échange et merci donc à Jules. Nous nous retrouvons donc très bientôt pour un prochain épisode de Toltico. Merci à vous.